Donc aujourd'hui, je me retrouve de nouveau avec Juliette, mon amie, de l'école d'archi. On va discuter, en fait, tout simplement, à propos de comment personnaliser son logement sans exploser son budget. Coucou Juliette, ça va? Salut Mélissa, ça va et toi? Ça va, super. Tu bien installée, Super bien du installée, coup? le chat à côté, Tout va bien, parfait. Donc oui, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, on va discuter de comment personnaliser son logement, avec un petit budget et notamment quand on achète pour à peu près 10 ans. Tu en penses quoi, toi? Je pense que, il faut pas non plus penser trop éphémère, parce que 10 ans, ça reste quand même une bonne période de temps. En fait, je suis vraiment partisane de choisir quelques éléments dans lesquels, mettre de l'argent, plutôt que de vouloir mettre de l'argent un peu partout, investir dans des choses qui sont moins de qualité ou moins durables. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, on avait déjà parlé un petit peu d'ailleurs. En fait, quand on achète pour 10 ans, c'est une petite partie de notre vie en théorie, mais c'est Mmh. pas, rien non plus. Donc faut savoir se dire que: «OK, on veut se sentir bien dans cet espace, on veut se sentir bien dans son appartement, donc on va faire en sorte qu'il soit à notre image, le plus possible», mais souvent, on pense quand même un minimum à la revente et on se dit que, oui, il faut, penser au fait que les prochains locataires pas locataires, mais les prochains propriétaires, doivent quand même, se sentir chez eux un minimum, se dire qu'ils doivent pas tout refaire. Donc je pense que, ouais, c'est important de se sentir bien dans son logement, de faire en sorte qu'il nous ressemble, en fait et qu'il réponde parfaitement à nos besoins. Mais il y a ce petit côté derrière, où tu as envie de te dire: «Oui, comment je fais?» parce qu'en fait, dans 10 ans, je vais le revendre et si je veux pas perdre de l'argent, si je veux pas lui faire perdre de la valeur, il faut que ce soit un petit peu un appart, j'ai pas envie de dire standard, mais qui plaise au plus grand nombre. Donc concrètement, moi, j'ai tendance à penser que faut y aller. Enfin, je veux dire, on est dans notre logement, c'est chez nous. Pendant 10 ans quand même, c'est à l'échelle d'une vie, c'est pas rien non plus. Faut y aller, faut le personnaliser, mais faut se mettre une limite. Je suis complètement, d'accord avec toi, je trouve que c'est hyper pertinent. Parce que l'idée, c'est pas non plus de vivre, comme si on était, en location dans un appartement qui nous appartient pas. En général, c'est pas ce qu'on recherche quand on achète et ça peut être un petit peu triste et aussi, d'un autre côté, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression aussi que quand on achète un appartement, cas, dans de l'ancien, on sait qu'il a déjà vécu avant et sans qu'il ait forcément un style, hyper marqué. Ça peut être sympa de retrouver un petit peu des éléments, charmants, pas forcément, hyper standardisés. Je pense que c'est pas non plus ce qu'on recherche quand on achète dans de l'ancien et du coup, laisser sa patte sur quelques éléments, ça peut être une bonne idée aussi. Ouais, je pense que, effectivement, penser à certains éléments puis on a besoin vraiment de personnaliser et se dire que: «OK, on va pas tout personnaliser, ça va pas être» enfin, en fait, on va pas changer le logement et en faire quelque chose, de si atypique, qu'en fait, il nous ressemblera, exactement, ce sera vraiment l'appartement fait pour nous, mais au final, j'arriverai pas à le revendre si bien que ça parce que, il ressemblera à personne d'autre qu'à moi. Donc effectivement, je pense qu'il faut miser sur uniquement, certains éléments. Enfin, faire une liste, OK, de tous les éléments qu'on aurait aimé changer, par exemple. Enfin, pour être clair, si on veut être méthodique, on fait ça. On fait une liste de tout ce qui va pas, de tout ce qu'on doit changer dans l'appartement ou dans la maison, peu importe. On en choisit la moitié. Je sais pas, s'il y a 10 éléments, on en prend 5, qui doivent impérativement être changés pour qu'on se sente bien dedans pendant les 10 années où au final, on va y vivre. Mais je trouve que aussi les choix qui sont parfois, trop singuliers, c'est pas forcément une bonne idée pour ce qui concerne vraiment des gros travaux et des gros choix. Je m'exprime, par exemple, pour moi, repeindre un mur en rouge, c'est pas un choix, singulier sur un élément, qu'on n'arrivera pas à changer. Ça, c'est tout à fait OK, mais je pense à, une personne que j'ai rencontrée à un moment
À Lyon, parce que du coup, je suis en région lyonnaise, on trouve beaucoup d'appartements avec, des alcôves et une personne m'a dit: «Moi, mon rêve», après, enfin, en soi, c'est son rêve, tant mieux, ça serait d'acheter un appartement avec alcôve, de mettre ma chambre dans l'alcôve et de complètement refermer l'alcôve pour avoir une chambre qui n'a qui a juste une porte, quoi, qui n'a aucune vue sur l'extérieur, aucune fenêtre et cetera. Juste, tu peux expliquer, ce que c'est, l'alcôve? Parce qu'en fait, quand on n'est pas de la région lyonnaise, on connaît pas trop. Une alcôve, en général, c'est dans une pièce qui est assez, profonde et il y a un endroit où on va avoir comme une demi-cloison qui referme une partie de la pièce, mais pas complètement. C'est, assez typique, comme je disais, en région lyonnaise, il y a vraiment énormément d'appartements qui sont faits comme ça. En général, du coup, ils sont appelés, bis. Par exemple, T2 bis. En général, c'est, Ouais. une chambre avec un séjour et dans le séjour, au fond, il y a une alcôve avec, du coup, un demi, ça fait un petit retour de cloison qui revient, comme ça. Et du coup, ça excuse-moi, cette cloison, elle est complètement opaque? Oui, complètement opaque, enfin, vraiment un retour de placo D'accord. qui revient comme ça dans la pièce. En général, les gens y mettent, un dressing ou un bureau. C'est assez adapté parce que ça fait une zone, qui est isolée sans être, complètement fermée. Et donc bref, un jour, une personne m'a dit qu'elle voulait absolument, le jour où elle achète un appartement, avoir une chambre donc bah, vraiment en fond de pièce complètement fermé, donc sans fenêtre avec juste une porte et c'est tout parce que, cette personne me disait qu'elle ne supportait pas du tout les bruits de l'extérieur, la lumière et cetera quand elle dormait. En soi, c'est son choix et si elle achète un appartement et qu'elle fait ça, super, pour elle. Ça sera quand même probablement difficile de revendre un appartement avec une chambre qui n'a pas de fenêtre. Ouais, c'est clair. Il y a des normes pour que ce soit considéré comme une chambre. Mmh Déjà, je sais mh. pas si cette surface-là, elle fait, 9 carrés ou moins. Parce que si elle fait moins de 9 carrés, bah, du coup, c'est sûr que ce sera pas considéré comme une Mmh. chambre et aussi le fait que, ce soit aveugle, qu'il y ait pas de, déjà d'entrée de au niveau des questions de ventilation, en fait, juste une entrée d'air, qu'on puisse ouvrir une fenêtre à un endroit et aussi une vue, c'est important pour les gens et puis, ça aussi je pense que c'est une norme. Enfin, en fait, je pense que tu connais un peu mieux, ça que moi parce que, Ouais. tu fais du logement neuf, tu travailles avec les promoteurs et cetera. Mais en fait, on est obligé d'avoir une, fenêtre dans une chambre, n'est-ce pas? Oui. Oui, oui. Ouais. Après, j'avoue que c'est pas non plus une question que je me pose tous les jours parce que j'envisage jamais de faire une chambre sans fenêtre. Du coup, c'est enfin, je sais pas comment dire, c'est pas une question, que je connais hyper bien dans le sens où pour moi, c'est tellement naturel d'avoir une fenêtre. Mais, oui, une chambre, il faut une fenêtre et 9 carrés comme tu disais et il y a aussi des dimensions après, enfin, comme on dit en termes de choix plus singuliers qui peuvent être compliqués, à assumer à une revente, il y a tout ce qui va compliquer un aménagement. Je m'exprime. Par exemple, une chambre, en général, je précise dans la ville où je travaille, avec les personnes avec lesquelles je travaille, parce que ça peut énormément varier suivant les régions et je travaille quand même dans une agglomération, on a tendance à faire les choses un peu plus compactes et plus petites parce que, ben, c'est une ville qui est plus dense. Mais par exemple, on essaie de se dire qu'une chambre dimension la plus étroite, c'est minimum 2,50 m et qu'en dessous, ça devient compliqué. Si jamais à un moment on refait des cloisons et qu'on fait, une chambre avec une largeur de, 2,30 m, 2,20 m, ça va être très compliqué. Ça va être compliqué parce que ça va être compliqué à aménager et du coup, ben, je pense que ça peut devenir, compliqué à revendre parce que là, la standardisation, c'est bénéfique dans la mesure où ça permet de aux gens aussi de s'adapter et comme, je disais, bah, une chambre qui n'est pas standard dans le sens où, elle est vraiment trop étroite dans une certaine dimension, ça, c'est quand même une standardisation qu'on a envie d'avoir, quoi. Mais oui, enfin, tout simplement, à cause des dimensions standards d'un lit. Oui, Tu voilà. vas pas acheter un lit, de, 1,50 m de profondeur. Enfin, je veux dire, un lit, ça fait 1,90 m ou 2 mètres et dans une chambre qui fait 2,50 m et ben, en fait, tu as tout juste enfin, de large, du coup, tu as tout juste la place pour, en fait, passer, au pied de ton lit, en imaginant qu'il soit bien collé, de l'autre côté avec la tête contre le mur et là, bah, du coup, tu as 50 centimètres ou 60, ce qui, pour moi, je trouve que c'est pas énorme, en fait, mais c'est tout juste. C'est ce qu'il Mmh. faut. Si tu imagines, bah, déjà,
avoir de la place pour un minimum un dressing, bah, OK, ton dressing déjà il sera pas en face de ton lit, forcément il sera sur le côté. Donc effectivement 2,50 m c'est vraiment le minimum. Je sais pas comment tu fais si ta chambre elle est plus étroite que ça, en fait. OK, il y a ce côté, la standardisation c'est pas mal pour ce genre de choses, mais toi qui travailles avec les promoteurs et tout ça, je pense qu'il y a quand même des limites de la standardisation. Parce que moi de mon côté, j'ai des gens clients qui viennent me voir et qui ont acheté, dans le neuf et cetera et en fait, ils me disent qu'ils arrivent pas à personnaliser leur appartement. Leur appartement concrètement, bah, effectivement, c'est un appartement, réalisé par des promoteurs. Souvent, c'est pas, des appartements les appartements les mieux conçus de la terre. Des pièces enfin, en fait, j'ai un exemple précis en tête, avec une de mes clientes où les pièces, elles étaient vraiment au minimum du minimum. Donc il y avait 3 chambres, mais la plus grande, elle devait faire 10 m², pas plus. Le salon, alors j'ai plus exactement le nombre de mètres carrés exact. C'était salon, cuisine, mais c'était quand même une cuisine vachement séparée, avec une grosse cloison qui passait, au milieu de la pièce, qui était un petit peu carrée comme ça. Heu et en fait, on savait pas comment disposer les meubles. Ce logement, il était probablement standardisé. D'ailleurs, tu me fais penser à ça, mais je suis pas sûre que toutes les chambres avaient, 2,50 m de large au minimum, je suis pas certaine, bref. Oui, Et c'est en tout cas, en fait, c'était pas bien conçu. Donc c'était probablement standardisé, mais mal conçu. c'est un très vaste, sujet. La construction neuve, c'est une grande question. Après, je sais pas comment expliquer ça. Moi, je travaille avec des promoteurs toute la journée. Et je pense qu'il y a des choses vraiment très chouettes, qui se font, qui peuvent se faire et je voudrais juste apporter un petit truc en disant qu'on est quand même, en ce moment dans une dynamique où on essaie de densifier les villes pour des questions, d'environnement, d'écologie, de plein de raisons. C'est hyper important qu'on arrive à densifier les villes et les promoteurs, c'est vraiment des acteurs clés pour ça parce que, un particulier ne peut pas prendre la responsabilité de construire un immeuble entier et ensuite de le revendre. Bah, les promoteurs, en fait, ils ont vraiment ce rôle clé où ils prennent la responsabilité de construire des logements collectifs qui sont par la suite, revendus du coup un petit bout à des particuliers puisque, actuellement, bah, c'est, les acteurs qui permettent, financièrement d'assumer la construction de ces grands immeubles. C'est vrai que c'est assez particulier parce que, bah, moi, typiquement, mon travail, ça n'est pas de créer un logement qui est personnalisé à une personne. Mon travail, c'est de créer un logement qui puisse, s'adapter à tout un tas de personnes. Comme on le disait dans une autre vidéo qu'on a faite, je trouve qu'il y a une notion de transmission qui est très importante, notamment en logement collectif, de se dire que son appartement, il nous appartient à soi jusqu'à ce que, finalement, on le quitte et qu'il appartienne à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est une chose. Je pense qu'il y a une pensée qui est assez, qui peut être assez répandue et que forcément, parce que c'est neuf, c'est mieux et forcément, parce que c'est neuf, ça va nous convenir. Ouais, on entend souvent ça. C'est pas vrai et ça ne marche pas comme ça parce qu'en fait, j'entends assez souvent des gens dire: «Moi, je cherche en neuf». OK. Qu'est-ce que tu recherches en neuf? Quels sont tes critères en neuf? Et en fait, des fois, on a l'impression que le neuf, c'est presque le seul critère que les gens ont et ça, je pense que c'est vraiment une erreur et un piège dans lequel il ne faut pas tomber. J'ai un peu du mal à admettre aussi qu'il peut y avoir des logements qui sont, comment dire? Vraiment très mal conçus en neuf. J'aime pas trop cette idée-là. Je dirais plutôt qu'un logement peut ne vraiment pas être adapté à une personne en, raison de son mode de vie. Il y a des gens qui, à mon avis, je sais pas, peut-être des personnes qui juste, travaillent dans une ville, de temps en temps, peuvent chercher un pied-à-terre et du coup un appartement extrêmement compact et dans ce cas-là, ça va être intéressant de trouver un appartement très compact parce qu'ils vont Mmh. pas vouloir, en faire leur lieu de et ça va être intéressant pour eux d'avoir un petit espace super compact qui fonctionne archi bien. Mais, c'est sûr que, bah, par exemple, si on veut que ce soit son appartement de famille, ça marchera pas. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que vraiment le neuf ne doit pas être, notre seul critère d'achat. C'est hyper important. Et il faut quand même se poser la question de ce qu'on veut. Et c'est justement la problématique, la plus grande qu'il y a, je pense, parce que, comme tu le disais, la plupart des gens qui recherchent du neuf, ils savent qu'ils recherchent du neuf parce qu'ils veulent être les premiers à habiter dans leur logement, pour éviter les problèmes. Mais encore ça, c'est pas non plus, c'est pas la bonne chose à se dire. Dans le neuf, il y a aussi des problèmes. Aussi ah oui, oui, il faut le dire, hein. Ça fait pas hyper plaisir de l'admettre, mais c'est vrai.
Voilà, mais en fait, c'est une construction avant tout. Voilà, ça sort de terre, il des entreprises qui travaillent dessus, parfois, il y a des défauts. Bon, voilà, ça arrive. C'est tout un sujet aussi. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que ces gens-là, effectivement, ils ont comme seul critère le neuf parce qu'ils veulent que ce soit, que les murs soient, nickel, au moindre défaut, hop, ils puissent, font appel à la personne qui ont vendu, le promoteur et ils disent: «Ouais, là, il y a ce petit truc qui va pas, il faut qu'ils viennent refaire» et voilà, qu'ils soient tranquilles à ce niveau-là, alors que déjà, un, c'est pas parce on achète du neuf, qu'on est tranquille et 2, ça peut pas être le seul critère parce qu'en fait, je dis, tu du neuf pour acheter du neuf, mais qu'est-ce que tu recherches concrètement dans le neuf? Parce qu'il y a des appartements anciens qui peuvent être complètement refaits à neuf et tout aussi bien, en fait. Qu'est-ce que tu t'attends à avoir quand tu recherches du neuf? Et ce qui est complexe aussi quand on achète du neuf, je trouve, moi, personnellement, c'est que en fait, tu as vu l'appartement qu'en plan. Du coup, parfois, c'est du neuf, c'est toi qui achètes le premier. Tu as pu visiter le bien parce qu'il a déjà été construit et tout, mais souvent, les personnes achètent en VFA et en fait, ils achètent sur plan. C'est acheté sur plan. Si tu te représentes pas bien l'espace, si tu ne te rends pas compte de la réalité des choses, souvent tu sais pas finalement ce que tu achètes et c'est ça qui est compliqué aussi dans le neuf et pour les particuliers, qui sont pas du tout dans le domaine, qui se rendent pas compte des choses. Il faut savoir aussi parce qu'avec le neuf, souvent, heu, on est dans la standardisation où on a des plafonds à 2,50 m et des plafonds à 2,50 m, c'est pas bas, mais c'est pas spécialement haut. Mmh. En fait, beaucoup de personnes aiment bien avoir, de l'espace, tu vois? Aiment que ça respire et tout et ça, faut en avoir conscience. Enfin, tu vois, il y a des choses comme ça, enfin et donc il y a énormément, je pense, de points, au niveau de la lecture du plan que tu te rends pas compte si, si c'est pas ton métier, si tu arrives pas à te représenter dans l'espace, quand on t'envoie un plan, tu vois? Surtout qu'on envoie un plan, mais on n'envoie pas de coupe. Enfin, je veux dire, moi, pareil, ça me parle, les plans, les coupes, les élévations, tout ça. Je sais pas effectivement si ça va parler à tout le monde, mais pour me représenter un espace encore mieux que juste avec un plan et une hauteur sous plafond, bah, la coupe, c'est hyper bien aussi pour, voir, comment ça respire, la proportion des portes par rapport, au plafond, tu vois? Il y a, quelque chose à ce niveau-là qui fait que les gens qui cherchent du neuf, au final, je pense qu'ils se rendent pas forcément compte ce qu'ils «perdent» entre guillemets en achetant, sur plan, parce qu'en fait, ils n'ont pas eu la possibilité, de visiter l'appartement et de vraiment se rendre compte s'il est fait pour eux ou pas. Il y a un truc, une petite chose sur laquelle je voudrais rebondir aussi sur quand tu parles de plan. Ouais, C'est une petite, chose, comment dire? Professionnelle, mais je trouve que c'est important de le savoir. Il faut savoir que les plans que vous regardez quand vous achetez, en VFA, ils ont été conçus spécialement pour la vente. C'est-à-dire que nous, on a nos plans en fait, quand on travaille, on a plein de plans. On a nos plans architectes, on a les plans électriques pour l'électricien, on a les plans de plomberie et cetera et nous, architectes, les promoteurs nous demandent, produire au moment de la commercialisation des plans de commercialisation qui ne servent que à la commercialisation et en fait, je sais pas comment vous expliquer ça, mais en fait, ces plans sont déjà, on essaie de les travailler déjà pour limiter le nombre d'informations et pour que les personnes puissent le mieux possible se projeter dedans. Ça veut dire que, concrètement, moi, si je veux travailler avec un plan de vente, c'est pas possible pour moi parce qu'il manque trop d'informations. Mais en même temps, je pense que c'est très bénéfique à, la lecture, pour un particulier, pour quelqu'un qui s'y connaît pas. plus clair pour eux. Il en reste, pas moins que, même si c'est un plan simplifié, ça reste un plan. J'aimerais beaucoup avoir ton avis là-dessus. Pour moi, quand on achète en VFA, il faut absolument apprendre à lire un plan un minimum. Au moins, juste un tout petit peu, avoir ne serait-ce que quelques notions, quelques, petites billes et cetera. Parce qu'en fait, je sais pas comment dire ça autrement que le plan qu'on vous montre, il ne pourra pas être plus simplifié que ce qu'on vous montre déjà. Les plans qu'on montre et aussi les images d'ailleurs. Tu sais, les images, du projet, ça a un côté vente. Nous, c'est pas notre métier de vendre, c'est le métier des promoteurs. Ils vous demandent de produire des éléments qui seront, comment dire? Enfin, là, ils sont vraiment dans le marketing, dans la vente, dans vraiment, faut faire plaisir aux gens, faut montrer que, il a des atouts énormes.
j'ai pas envie de dire ça, mais Heu et c'est «masquer» entre guillemets les défauts. Enfin, c'est pas qu'il y a des défauts, c'est juste qu'il y aura beaucoup moins d'informations que, les plans réels. Nous, effectivement, on a besoin de beaucoup plus d'informations que juste des plans de vente, pour concevoir absolument toutes les dimensions. Enfin, on a exactement tous les éléments, enfin, je veux dire les plaintes, les tous les petits détails, c'est important pour nous, mais pas forcément pour les personnes qui achètent. Enfin, en théorie, c'est important, mais ils ont pas besoin de le voir tout de suite. En tout cas, c'est ce que considèrent les promoteurs et dans tous les cas, c'est vrai que la plupart des gens ne savent pas lire des plans, donc un plan avec trop d'informations sera, indigeste, en fait. C'est ça. Je rebondis sur, ce que tu dis, par rapport au côté très, commercial. Le plan ne vous mentira pas. En fait, le plan, il est allégé pour que, ce soit plus, digeste et compréhensible et cetera et tout, mais globalement, un plan de commercialisation ne ment pas. Il y a une surface qui est annoncée, on a une pression pas possible pour la respecter. S'il y a des modifications, elles sont toujours indiquées vraiment de façon très, très claire. Un plan de commercialisation, même s'il est simplifié, ne vous mentira pas. En revanche, une image, une photo de synthèse tellement Ouais, simple de créer quelque chose de générique dans lequel les gens vont tout de suite se projeter et en fait, on peut être happé un peu par, une image parce que justement le plan, ça peut être impressionnant parce qu'on se dit: «J'arrive pas à comprendre, je saisis pas le truc, le» voilà. Puis on peut se dire: «Ah bah, je regarde l'image et l'image, ouais, carrément». Mais en fait, vraiment, je peux prendre, 4 appartements différents et vous faire des images de synthèse qui se ressemblent. Et je peux prendre le même appartement et créer 4 images de synthèse qui n'ont rien à voir. Et le plan, en fait, il y a une forme de vérité dans le plan qui vous mentira pas et c'est aussi pour ça que c'est hyper important de savoir le lire. Il faut aussi remarquer les informations qu'il y a pas dessus, comme dit typiquement Mélissa, les plaintes. Un élément, par exemple, qui est tout bête, mais qui peut être intéressant, apprendre à différencier en plan un WC suspendu d'un WC, à poser. C'est aussi intéressant, ça se dessine pas pareil en plan, c'est pas présenté de la même façon. Typiquement, moi, si je vois un plan, je peux vous dire si c'est un WC suspendu ou pas. Ça peut être hyper intéressant de le savoir. Et peut-être une des clés pour arriver à lire un plan, ça peut être vraiment d'essayer de fermer les yeux et de se représenter, de se dire: «Là, je passe la porte d'entrée, à droite, il y a ça, à gauche, il y a ça». En fait, votre imagination est tellement plus puissante qu'une image. Vraiment, faut avoir confiance en soi là-dessus, je pense et apprendre à lire un plan parce que c'est vous aurez jamais de meilleure représentation de votre appartement que celle que vous arriverez à vous faire dans votre tête si vous apprenez à lire un plan. c'est un exercice que je donne pas mal à mes clients parfois qui me disent: «Oh, j'arrive pas à me projeter». En fait, je lui dis: «Bon, imagine-toi dans l'entrée de ton appartement, qu'est-ce que tu vois devant toi?» Tu tends le bras, est-ce que tu touches ou pas, le mur qui est devant toi? Il faut essayer de se représenter soi-même l'espace et c'est comme ça qu'on aura, en fait, la meilleure représentation possible de son intérieur parce que, beh, comme tu disais et si je résume, les un plan ça ment pas, mais une image, par contre, ça peut mentir. Savoir discerner le vrai du faux entre guillemets. Et pour terminer un petit peu, cette vidéo, j'avais une dernière question pour toi et après je te donnerai mon avis, sur le sujet. S'il fallait miser sur un seul élément à personnaliser chez soi, parce qu'on a justement un budget limité, lequel pour toi, choisir? Pour moi, c'est très propre à chacun, mais pour moi, ce serait vraiment la cuisine. J'aime beaucoup cuisiner et c'est vraiment quelque chose, ben, que je fais, au quotidien pour ma part. C'est une part, hyper importante de ma vie et du coup, la cuisine pour moi, c'est vraiment un élément hyper, central. D'autant plus que c'est aussi, un espace, qui va, se salir assez vite, qui va demander de l'entretien et plein de choses comme ça et je trouve qu'il y a un degré de complexité, en fait, dans la cuisine, qui est assez intéressant. Est-ce qu'elle est ouverte sur le séjour ou pas? Est-ce qu'elle est ventilée? Quels sont les matériaux? Est-ce qu'ils sont durables? Parce que moi, je compte beaucoup utiliser ma cuisine. Ils sont durables? Est-ce qu'ils vont bien se nettoyer? Toutes ces questions-là, pour moi, c'est vraiment la cuisine. La pièce, on va dire, si je dois en choisir une où, je dois vraiment, mettre mes efforts, ce sera celle-ci.
Bah, je te rejoins complètement parce qu'effectivement, enfin, moi aussi, je cuisine énormément. Enfin, tu vois, les plats cuisinés et tout ça, c'est pas pour moi. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Pour donner un autre élément, je pense que on minimise ces pièces-là et ces usages. Les pièces de repos, typiquement la chambre, par exemple, c'est hyper important de bien t'y sentir. Parce qu'en fait, c'est là que tu vas passer énormément de temps. Alors, pas de manière consciente, mais tu vas dormir dans cette pièce et le sommeil, c'est hyper important. Le sommeil, c'est hyper important, c'est ce qui va, réguler ta journée, en fait. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es hyper en forme? Est-ce que, tu te sens pas hyper bien? Tout ça, on s'en rend pas, assez compte, mais il y a énormément d'études là-dessus. Le sommeil, c'est vraiment fondamental et si tu dors mal, tu vis mal, tu te sens mal, et tu sais pas pourquoi, souvent aussi. Donc en fait, les pièces de repos, il faut les personnaliser dans le sens où tu as vraiment, besoin de c'est un truc tout simple, mais de voir la porte de ta chambre quand tu dors et quand tu es dans ton lit, parce que c'est une question, de sentiment de sécurité. En fait, c'est quelque chose de tout à fait inconscient, mais quand on dort et qu'on ne voit pas cette porte-là, on se sent en insécurité. En fait, quelqu'un peut rentrer et on s'en apercevra à la dernière minute, tu vois? Dans la dernière seconde même. Donc si tu as ta tête de lit qui est positionnée sur un mur de telle sorte que tu ne vois pas ta porte d'entrée dans ta chambre, c'est important de te dire: «OK, est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce qu'effectivement ça me donne un sentiment d'inconfort ou pas?» Et si c'est le cas, eh bien, tu mettras tout en œuvre pour que, effectivement, ta tête de lit soit positionnée de telle sorte que tu vois ta porte, d'entrée dans ta chambre. C'est vraiment indispensable de penser à toutes ces petites choses-là qui peuvent être inconscientes. C'est assez, difficile, mais enfin, il y a énormément d'éléments sur ce sujet. Franchement, faut se renseigner. Donc voilà. Ah bah, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que la chambre, c'est un espace, qui est hyper je crois qu'on passe un tiers de notre vie dans à dormir, donc je comprends que ça bah, c'est sûr que c'est extrêmement important et bah, c'est une clé pour avoir une vie aussi, apaisée. Mmh, tout à fait. Et je pense qu'on peut finir là-dessus aussi pour cette vidéo. Merci Juliette, franchement, c'était hyper intéressant. Toutes ces questions de personnalisation de son logement et surtout quand on a un petit budget, je pense que c'est, un sujet central aujourd'hui, de la rénovation et de l'aménagement. Parce que là, pour le coup, on a parlé un petit peu de rénovation, mais aussi beaucoup d'achat dans le neuf Mmh et mh. je pense que c'est des questions que se posent beaucoup aujourd'hui les particuliers qui achètent. Donc merci pour cette, conversation. Merci à toi.